Je vais avoir le plaisir, pour continuer ces échanges passionnants, d'avoir à mes côtés Delphine Viguier. Delphine, est-ce que vous êtes là? Delphine Viguier, qui est donc la directrice générale internationale de L'Oréal Paris. Denis Terrien, je vous ai vu Denis, oui, qui est le vice-président exécutif et le CEO Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique de Salesforce. Yannick Natno, bonjour Yannick, qui est donc la directrice générale de WW France. Elisabeth Richard. Elisabeth, vous êtes là aussi, la directrice de coordination et de l'animation des réseaux NJ et particulièrement du réseau Femmes. Et enfin, Julien Brézin, qui est directeur général de Great Place to Work France. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense que vous avez dû être aussi très inspiré par cette première table ronde. Je vous demanderai peut-être d'ailleurs des réactions vis-à-vis de ce qui a été dit auparavant. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'a dit tout à l'heure Gwenaëlle en ouverture, c'est vrai que les notions de diversité et d'inclusion en France, ce sont des concepts un petit peu flous, qu'on a du mal à manier, qui ne correspondaient pas obligatoirement à la culture française, qui était la culture républicaine unique. Et d'ailleurs, selon une étude de McKinsey, j'ai vu que simplement 54% des actifs disent comprendre ce qui se cache derrière ces termes d'inclusion et de diversité. Alors moi, j'ai regardé le Larousse et la définition, c'est être inclusif, c'est ce qui intègre une personne ou un groupe en mettant fin à l'exclusion. Voilà, ça semble effectivement une explication assez claire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous le savez, le think tank Agir pour l'égalité a pour vocation première de lutter en faveur de l'égalité femmes-hommes, mais on s'est rendu compte que ouvrir les yeux sur les billets, les stéréotypes sur les femmes a permis à beaucoup d'entreprises d'ouvrir également les yeux sur d'autres stéréotypes liés donc à la diversité, diversité générationnelle, d'origine sociale et culturelle, handicap, orientation sexuelle ou apparence physique. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, les entreprises ont compris que finalement, en s'ouvrant à des profils différents, c'était positif pour la productivité et la compétitivité de leurs entreprises, en tout cas certaines d'entre elles. Et je vais citer quelques chiffres d'une étude Deloitte qui a été réalisée en 2019. Il semblerait que 80% des DRH et des dirigeants d'entreprises considèrent que la diversité et l'inclusion se révèlent être des avantages compétitifs pour leur entreprise. Et que d'autre part, celles qui sont engagées dans une démarche d'inclusion ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leur profit et leur productivité augmenter et d'avoir une meilleure réputation. Alors, ce sont des chiffres qui sont importants et c'est vrai que les enjeux se situent, je dirais, principalement à 3 niveaux. Nous les avons identifiés ensemble, le recrutement, la politique interne de l'entreprise pour créer un environnement favorable à l'épanouissement de chacun, et enfin, le leadership et la culture managériale. Nous l'avons dit tout à l'heure sur la première table ronde, les rôles modèles, l'option volontariste, c'est essentiel. Et donc, je vais peut-être vous demander justement de réagir en premier lieu à ces chiffres. Ben voilà, parce que Denis, vous êtes en premier. Denis, vous êtes donc à la tête de Salesforce. Et c'est intéressant parce que Salesforce est une entreprise qui, dès 2016, je crois, a mis l'inclusion comme une de ses valeurs fondamentales, un des piliers de l'entreprise. Je crois que les autres, c'est satisfaction client, confiance, innovation. Alors, pourquoi cette valeur est-elle importante? Et est-ce que vous avez, comme les chiffres que je viens de citer tout à l'heure l'ont démontré, le sentiment que ça a impacté positivement votre entreprise? Merci beaucoup de nous avoir ici. Donc, dans un monde qui est en pleine transformation, que ce soit de transformation climatique, sociétale, des crises financières, des crises de leadership, nous pensons à Salesforce que l'entreprise est un acteur de changement exceptionnel. Et donc, on en revient au leader, c'est comment il impacte son entreprise pour participer à créer un monde meilleur. Alors, nous avons fait, la société Salesforce a été créée il y a 20 ans et on n'avait pas la focalisation sur l'égalité telle qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes dans les softwares, des softwares applicatifs, qui est un monde généralement d'hommes, à peu près 25% seulement des femmes sont présentes. Alors, ça veut dire, de vous à moi, qu'on se prive de près de 50% des talents dans le monde pour nous aider à réfléchir.
Ça, c'est un autre sujet. Et donc, nous sommes aperçus que… Non, on est au cœur du sujet. Hein, absolument. Et donc, nous sommes aperçus que nous n'arrivions pas à attirer autant que ça les talents. Et nous avons décidé plusieurs choses. Premièrement, de mettre du jour au lendemain égalité parfaite des salaires en 2016. On aurait pu le faire avant, mais au moins on l'a fait. Ça a quand même été un coût de 12 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y avait quand même cet écart qui existait. Et deuxièmement, on s'est dit cette égalité que l'on fait au point de vue homme-femme, il faut le faire pour toute la société entière. Et donc, on a décidé d'ajouter le terme égalité comme une de nos 4 valeurs fondamentales sur lesquelles on prend toutes les décisions de recrutement, de développement et d'investissement. Et donc, un impact positif sur votre société. Alors, on a un impact positif sur cette société. Il y a quelques chiffres qui le démontrent. Bon, premièrement, le pourcentage de femmes qui sont dans notre société, c'est à 33% contre 24% dans la moyenne de toutes les autres sociétés. On n'est pas encore à 50%, mais on y travaille ardemment. Et deuxièmement, on a la chance d'avoir une société qui est notée par les employés qui en font partie comme Great Place to Work, on va en parler tout à l'heure, généralement dans les top 3 ou dans Glassdoor aussi dans les top 2 ou 3. Ça veut dire qu'il y a un attachement aux valeurs de la société Salesforce, un attachement à cette égalité qui est ressenti par les collaborateurs. À partir du moment où les collaborateurs sont heureux, ça nous aide à avoir une croissance. Et la société Salesforce est la société qui a eu la plus grande croissance jamais obtenue de n'importe quelle autre société dans le software. Alors ça, c'est vraiment, voilà, c'est ça qui est important, c'est que quand finalement les employés sont heureux, c'est bon pour l'entreprise. Alors, il y a une autre entreprise dont on est très fier également en France, parce qu'elle est toujours dans le top 5 des entreprises mondiales, c'est L'Oréal. Alors, Delphine, je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là ? Je suis là, bien Voilà. sûr, Oui, j'active ma bonjour vidéo. Delphine. Je disais qu'effectivement, chez L'Oréal, cette recherche de la diversité, c'est quelque chose qui est important chez vous. Il y a une culture réelle chez L'Oréal là-dessus. Vous êtes dans les top 5 au niveau mondial. Alors, pourquoi est-ce que, effectivement, vous aussi, ça a été une valeur cardinale chez L'Oréal? Est-ce que, comme les chiffres que je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le sentiment que c'est un élément important pour la productivité, pour l'innovation au sein de votre entreprise? Alors oui, effectivement, L'Oréal a été plusieurs fois reconnu comme étant une société exemplaire dans l'égalité par de nombreux indicateurs français, le Bloomberg Gender Equality par exemple, où on est numéro 1 en France. Pourquoi c'est important? Bah, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Denis, c'est se priver de 50% des talents de la planète, ça serait quand même limiter son casting bêtement. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que L'Oréal Paris est aussi une société qui fait des produits pour les femmes et pour les hommes, et que ça aurait été aberrant sur un groupe comme L'Oréal de ne pas avoir une égalité parfaite homme-femme. Et donc, on a commencé à la mesurer il y a très longtemps. Comme vous le savez, on a commencé le travail sur la mesure homme-femme il y a plus de 20 ans pour arriver finalement à une égalité salariale parfaite dans tout le groupe en 2019. Donc, c'est un travail de longue haleine. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que sur un groupe de cette taille, on ne peut pas transformer du jour au lendemain la répartition ni de nos salaires, ni de l'égalité de sexe, mais que quand on suit les chiffres année par année, on arrive à l'égalité homme-femme en 2019 de salaire. Merci beaucoup Delphine. On reviendra tout à l'heure justement sur les propositions concrètes et sur les éléments concrets que L'Oréal a mis en place pour pouvoir progresser. Yannick Natneau, donc vous êtes vous la directrice générale de WW et c'est intéressant parce que c'est vrai que alors vous êtes une entreprise où il y a majoritairement des femmes, donc c'est un petit peu différent chez vous, mais vous avez fait un effort tout particulier sur la question de la diversité. Alors peut-être parce que vous avez une de vos actionnaires principales qui est Oprah Winfrey, donc qui est très sensible à ces questions-là. Mais est-ce que finalement, c'est parce que ce sont vos actionnaires ou est-ce que c'est parce qu'il faut ressembler effectivement à vos acheteurs? Pourquoi est-ce que la diversité particulièrement est essentielle dans la culture de WW? Alors, elle a toujours été essentielle chez WW, donc anciennement Weight Watchers. D'abord parce que WW est né à Brooklyn, donc et à New York, une des villes qui étaient les plus cosmopolites. Parce que nous recrutons nos coachs en priorité sur nos bases de membres. Donc, naturellement, déjà, toute une partie de nos équipes terrain reflète la diversité des marchés. Donc, ce sont des Françaises qui deviennent coachs.
Mais je dirais que plus récemment, évidemment avec l'arrivée d'Oprah Winfrey en tant qu'actionnaire et au board, la présence d'une directrice des ressources humaines monde, Kim Seymour, qui est black américaine, elle dit dans ses propres termes 100% black, donc c'est le terme qu'elle veut et qu'elle emploie pour elle, et avec des personnes noires hein, au board, évidemment, ce sont et c'était déjà des engagements forts de recruter, d'agir pour la diversité. En revanche, en mai 2020, avec l'assassinat de George Floyd, et nous avons les nôtres aussi en France, il y a eu une prise de conscience que malgré ce focus sur la diversité, le groupe n'allait pas assez loin. Et donc, un réveil vraiment très fort et des engagements publics en faveur de Black Lives Matter. Et tout un axe qui était « We will do better and we will be better ». Donc, on travaille sur l'interne et on le fait savoir. Donc, vraiment, nous avons des actions beaucoup plus structurées. Chaque marché, donc en France, nous avons un plan d'action I&D, inclusion et diversité. Et d'ailleurs, je préfère le terme d'inclusion parce qu'on est au-delà. Nous cherchons évidemment des talents. Nous cherchons des talents issus de minorités. Et si on parle en fait de diversité, il y a un risque un petit peu de segmenter les talents, de les limiter à leur origine, de genre, culturel, social. Donc, nous avons un plan ça, c'est très de important construction. de dire, Yannick. Effectivement, c'est l'inclusion qui est important. Ce n'est pas simplement de segmenter en fonction des différences des uns et des autres, mais c'est d'inclure tout ça pour créer une culture commune finalement. Oui, 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 tout à fait. Donc, nous avons une culture inclusive. Nous voulons accueillir à bras ouverts tous les talents issus de diversité. On parlait aussi d'intersectionnalité. Hein. On sait que la situation est encore plus complexe. Donc, on a un très bel exemple à nouveau avec notre directrice ressources humaines monde, parce qu'elle est femme et black. Donc, quand elle fait son témoignage, qu'elle nous explique, parce qu'on parle de ces sujets dans l'entreprise, et on en fait des sujets aussi en France pour nos collaborateurs, quand elle parle de son expérience dans la 5e avenue, quand elle est avec ses vêtements en main et qu'elle sent bien qu'on la surveille pour voir si elle ne va pas shipper les vêtements, ou qu'elle nous confie, et elle en a parlé publiquement, c'est pour ça que je peux vous en parler sur ses posts LinkedIn, quand elle est à un dîner business et qu'elle a toute une assemblée, qu'elle est la plus haut gradée et que systématiquement on va confier l'addition à un homme blanc, etc. On a parlé hein, du schéma classique, alors que c'est toujours pour elle. Non, non, c'est pour moi, c'est moi qui paye. On s'aperçoit qu'il y a encore vraiment, vraiment beaucoup de discrimination, probablement inconsciente maintenant, mais encore partout. Donc, l'importance des rôles modèles. Vous reviendrez tout à l'heure, Yannick, maintenant, oui, donc décrire les processus que vous avez mis en place. J'aimerais écouter Elisabeth Richard maintenant, parce qu'on a effectivement 2 entreprises, on va dire d'origine, même si ce sont des entreprises mondiales d'origine américaine, où cette question justement d'inclusion a peut-être pris de l'avance. Vous êtes, Elisabeth, vous dirigez justement les réseaux chez Engie, qui est une entreprise mondiale, mais qui trouve sa source en France. Est-ce que finalement, on a pris plus de temps comme une entreprise sur Engie pour prendre en compte ces notions d'inclusion? Est-ce que c'est venu naturellement? Je sais que vous avez une politique très volontariste, mais est-ce que c'est venu aussi naturellement que sur d'autres entreprises? La compréhension qu'il fallait faire de l'intégration de la diversité. Alors, il faut savoir qu'effectivement, les entreprises américaines ont un temps d'avance sur ces sujets-là depuis bien des années. En l'occurrence, L'Oréal, parce que L'Oréal a été aussi assez pionnier. Oui, mais en l'occurrence, nous, moi je suis un bébé Suez, donc Engie, c'est une entreprise issue d'une fusion entre Suez, un groupe privé, et Gaz de France, groupe public. Et nous, chez Suez, déjà il y a 17 ans, donc vous voyez, moi je suis tombée dans la marmite il y a 17 ans sur ce sujet-là, on a pris le sujet, non pas de la diversité à l'époque, mais de la place des femmes chez Suez, et on a fait un constat que c'était une catastrophe. Mais en fait, on ne savait pas si c'était une catastrophe par rapport à nous ou par rapport à la société française et les entreprises du CAC 40 de l'époque. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas terrible le sujet, et on est allé benchmarker et voir ce qui se passait aux États-Unis notamment sur la place des femmes. Donc ça, c'est un sujet. Mais nous, chez Engie, c'est un sujet qu'on ne relâche pas. Et vous vous rendez bien compte que après toutes ces années
Dès qu'on relâche 2-3 ans en se disant c'est bon, on a atteint, et ben, ça repart aussi vite. Donc en fait, ce qui se passe quand même, c'est que bon, nous, l'actionnaire, c'est l'État hein, quand même chez Engie, donc on a 24% actionnaire, de l'État actionnaire. Et ce qui est très quand même intéressant, et nous on suit évidemment le gouvernement comme un rémora au-dessus du poisson, c'est-à-dire que véritablement on a une législation qui est très forte. La première, ça a été la loi Copé-Zimmermann, et sincèrement, la loi Copé-Zimmermann a changé les choses. J'étais avec Muriel Pénicaud hier et qui nous racontait un déjeuner en visio, on se faisait un plateau repas, qu'en fait, il y avait 40 femmes avant Copé-Zimmermann qui se partageaient un peu les conseils d'administration, entre guillemets. Enfin, on allait choisir toujours les mêmes. La loi Copé-Zimmermann a fait un pas énorme pour les entreprises. Et non seulement on est allé chercher des femmes, puisque maintenant on a 45% de femmes dans les conseils d'administration, mais aussi, on a surtout allé chercher des femmes à l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté sur la terre française, mais on est allé aux États-Unis, on est allé au Canada, on est allé en Afrique, on est allé en Asie. Et là, on a ouvert les frontières par les femmes. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qui dit ouvrir les frontières, ouvrir à la diversité. Est-ce que vous avez l'impression, Elisabeth, que ça a changé quelque chose finalement dans la culture de l'entreprise? Ah ben clairement, clairement. Parce que vous ne pouvez pas avoir un conseil d'administration avec une grande diversité sous toutes ses formes et avoir ensuite une entreprise qui n'est pas forcément le reflet de son conseil d'administration et qui est encore moins le reflet de la société. Elisabeth, vous m'avez dit que vous aviez commencé justement sur la première des diversités, on va dire, d'inclusion, c'est celle des femmes. Qui n'est pas une minorité, hein, je disais. Exactement, c'est ce que je disais, c'est que ce n'est pas une minorité. Hein. Nous sommes, si ce n'est pas majoritaire, mais en tout cas égal. Mais est-ce que vous avez l'impression que justement de faire rentrer des femmes dans les conseils d'administration et autres a révélé justement le fait que plus de diversité, c'était plus d'intelligence collective et donc peut-être une meilleure réactivité, par exemple, en période de crise, pour l'innovation et d'audace? Surtout, oui, et puis vraiment plus de performance. Plus de performance, c'est important de le dire. Il faut être très vigilant avec ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on rentre dans une grande crise. Et ces grandes crises vous font souvent, alors je ne suis pas sociologue, mais vous font très très vite reculer et instinct grégaire, on va choisir des gens qui vont dans notre sens et qui nous ressemblent. Et surtout pas. Et c'est vraiment, c'était la volonté. Enfin, nous, aujourd'hui, on a un groupe qui avons donc une gouvernance dissociée avec un président du conseil d'administration et une femme qui est la seule femme du CAC 40, qui est Catherine MacGregor. Oui, c'est encore le cas, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est malheureusement. Alors, c'est bien pour nous, on est très heureux d'avoir Catherine MacGregor et qui est très, très, très pushy en faveur de la place des femmes et de la diversité, puisqu'elle a une culture anglo-saxonne, elle a fait toute sa carrière à l'étranger. Donc franchement, c'est un vrai bonheur et on est ravis d'avoir une femme à la tête. On a 36% de femmes au COMEX, mais tout ça est quand même un vrai combat. Il faut quand même pousser, porter les femmes et il faut qu'on soit plus nombreuses à mettre taking the stage, c'est vraiment mettre en vedette, faire des rôles modèles pour qu'on puisse ouvrir la porte à d'autres femmes et d'autres personnes issues de la diversité, évidemment. Oui, donc, encore une fois, l'importance des rôles modèles, on vient de le dire, mais justement, Julien, je vais avoir aussi besoin de votre réaction puisque vous êtes à la tête de Great Place to Work. Et est-ce que vous avez, vous mesurez, grâce à vos index et certifications, l'évolution des entreprises? Est-ce que là aussi, vous avez l'impression qu'en France, ça bouge positivement avec cette prise de conscience de l'importance d'avoir plus de diversité au sein des entreprises? Et est-ce que c'est bon pour leur image? Alors, bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est bon pour l'image des organisations, mais encore faut-il que ce soit mesuré. Enfin, quand on regarde dans le chat en parallèle, il y a eu beaucoup, notamment lors de l'échange précédent, de questions sur la mesure. Évidemment, c'est bon pour la société de rentrer dans des politiques d'inclusion, mais c'est aussi bon pour l'organisation et l'entreprise elle-même. Enfin, ce que disait Denis tout à l'heure, ce que disait Delphine, sont des éléments vitaux. Si le succès de Salesforce, le succès de L'Oréal vient aussi de cette démarche d'inclusion. Et nous, aujourd'hui, à travers toutes les études qu'on mène, ce qu'on voit, c'est que l'inclusion est un des facteurs clés de l'innovation. Or, on sait encore plus, évidemment, chez Salesforce et chez L'Oréal, que l'innovation est clé et vitale. Mais aujourd'hui, quand on demande aux Françaises qui pensent efficace derrière, pour les organisations, le troisième facteur qui arrive, c'est celui d'avoir une politique d'inclusion. Donc, l'inclusion, c'est bon pour la société, l'inclusion, c'est bon pour l'entreprise,
pour son efficacité. Et puis c'est bon économiquement derrière. Et ça, là aussi, il y a de très nombreuses études qui ont été faites, pas forcément uniquement par Great Place to Work, qui viennent prouver et faire le lien entre performance économique et performance sociale. Donc ça, c'est le premier point. Je crois qu'il faut que toutes les entreprises soient conscientes de ça, que ce soit d'ailleurs des grands groupes comme les vôtres, mais aussi des ETI, des PME, des PMI, de leur dire allez-y, ayez une politique de diversité et d'inclusion parce que ça sera bon pour le développement de votre entreprise. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet puisque pour savoir comment on fait. Et comment on fait? Ça passe d'abord par le recrutement. Alors, je sais, Denis Terrien, que chez Salesforce, vous avez mis en place des process de recrutement qui permettent justement d'identifier plus de candidats avec des origines diverses. Comment vous faites exactement? Alors, le grand changement a été quand la personne qui est en charge du recrutement a été la même personne qui est en charge de toute l'égalité de l'entreprise. Donc, on avait dans l'entreprise une personne qui était en charge de l'égalité, qui rapportait directement au président depuis 5-6 ans, et on a décidé de mettre tout le recrutement rapportant à cette personne, et donc de sortir ça du rôle classique du DRH. On a toujours un DRH qui est là pour faire les autres fonctions. Et suite à ce mouvement, on a mis en place plusieurs éléments. Premièrement, chaque fois que l'on recrute, dans la shortlist, il doit y avoir au moins 2 femmes. Au moins 2 femmes sur la shortlist, sinon le recrutement ne peut pas être lancé. Deuxièmement, toutes les personnes qui interviewent doivent être formées au biais cognitif. Et ça, c'est une formation que l'on a fait donc, en général sur les 50 000 employés de Salesforce, mais toutes les personnes qui recrutent ont une formation très, très spéciale sur quels sont les biais cognitifs, si jamais ils sont hommes ou femmes, et qu'ils projetteraient sur l'autre. Et le dernier, c'est de mesurer, tout à l'heure on le disait, mesurer en permanence et se donner des objectifs pour avoir un équilibre homme-femme. Alors on a la chance que se pousse à cette action à des résultats au démarrage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je disais qu'on avait à peu près 33% de femmes dans la société. Aujourd'hui, on en recrute plus de 40%. Et aussi au top, je vais bientôt annoncer que la prochaine patronne de la France est une femme qui va gérer donc un des 4 pays les plus grands pour Salesforce, et cette femme va arriver en mai. Donc cette action volontaire a ses fruits quand elle est menée toujours en s'assurant qu'on ait les bonnes compétences et la meilleure compétence pour l'entreprise. Oui, parce qu'on le dit bien, ce n'est pas les femmes pour des femmes, c'est trouver les profils, les compétences et les nommer au poste qu'elles méritent. Alors, vous l'avez dit, on peut mesurer pour les femmes, mais finalement, c'est quand même plus compliqué de mesurer les autres diversités. Alors, comment on fait aussi pour mêler, parce qu'on va être clair, regardez cette table ronde, la précédente, on n'est pas très représentatif de la diversité, on a tous quand même des profils assez similaires. Donc, même si on est des hommes et des femmes là ou là, les autres diversités ne sont pas représentées. Comment on fait? Parce que c'est beaucoup plus compliqué. On peut mesurer homme-femme, on peut mesurer, comme Gwenaëlle l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement des quotas sur le handicap, mais on fait comment sur les autres diversités? Alors, il y a effectivement dans certains pays des chiffres que l'on peut mesurer. En France, c'est sur le handicap, donc 6%. Dans d'autres pays anglo-saxons, on mesure les origines, les races ou même les religions. En France, on ne peut pas faire ça. Exactement. Donc, mon message vis-à-vis de du patron français, de la patronne française, ça va être: je souhaite que les employés de Salesforce en France, il y en a 1500, représentent les communautés dans lesquelles on vit, l'ensemble du territoire. Et dans le territoire, on a non seulement 50% de femmes, 50% d'hommes, mais on a beaucoup de personnes qui viennent d'origine étrangère, on a beaucoup de langues qui sont parlées, c'est la richesse de la France. Et donc, c'est ça, le moyen de vérité, c'est ça. C'est est-ce que ton équipe reflète aujourd'hui les territoires français? D'accord. Delphine, chez L'Oréal aussi, je crois que vous avez fait une politique très volontariste justement pour attirer des nouveaux talents. Vous me disiez, je crois que c'est aussi important de regarder quand même de temps en temps ces équipes et de se dire, tiens, mais est-ce qu'on est tous pareils ou est-ce qu'il y a des profils un peu différents, même si les compétences sont les mêmes? Ces compétences sont-elles représentées par des profils un peu différents? Il y a une vraie volonté chez vous, chez L'Oréal également. Absolument, il y a une vraie volonté. Et je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, Valérie, c'est que c'est quelque chose qu'on peut tous changer à notre niveau. Je crois qu'il ne faut pas attendre forcément une loi ou bien une règle donnée par son entreprise pour vérifier que dans son équipe, moi la mienne c'est à peu près 70 personnes à Paris,
Pour vérifier que dans son équipe, on a des profils divers. Il n'y a pas besoin d'être grand clair et d'avoir beaucoup de quotas pour vérifier qu'on a des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes blanches, des hommes. Et ça, c'est la première étape. Il faut un peu de bon sens. Et alors, on me dit d'ailleurs sur les côtés, là je vois dans la Oui. discussion, attention, il faut aussi parler de la diversité d'éducation et sociale. Alors, Donc j'allais y venir parce que je pense que c'est là-dessus que vous m'interrogez, Valérie. Oui. Donc déjà, nous, on est tous formés à notre niveau. Vérifiez que dans votre équipe, quand vous faites un recrutement, vous recrutez hommes-femmes, couleur de peau et diversité sociale. Ah, comment on fait ça? Alors en fait, on a lancé ce qu'on appelle un testing chez L'Oréal. Donc pour une réponse mise sur un site internet de L'Oréal ou en interne, on envoie 2 CV identiques et on modifie que le critère dont on veut tester la non-discrimination parfaite de nos équipes. Donc on va mettre une femme noire en photo ou une femme blanche pour mesurer la diversité. On va mettre une adresse et un nom, alors c'est pas facile, qui pourrait connoter un milieu social plus difficile. Et on ne change que ça. Très belle adresse dans le 16e, non très comme ci, comme ça, et une adresse plus compliquée. Et je vous assure que ça se comprend quand on voit le CV. On fait des critères discriminants sur le physique et notamment sur le poids. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, je suis très attachée. Il y avait une jeune femme qui rentrait dans mon équipe il y a 10 ans sur L'Oréal Paris. J'étais à l'époque en charge du maquillage et qui m'avait dit « J'ai une question à te poser, je suis très embêtée parce que je suis en surpoids ». Ça m'a brisé le cœur parce qu'en fait, elle était gênée de venir à cause de ça. Et donc, sur le CV, on va mettre des photos de femmes plus rondes ou d'hommes plus ronds et ensuite, vous mesurez les retours que vous avez. À partir du moment où un CV est retenu, on considère que le test est valide. Et si les 2 CV sont appelés, c'est qu'il n'y a pas de discrimination. Et on a mesuré et on a progressé. C'est une des propositions, je crois, phares de chez L'Oréal, qui est vraiment ces CV testing. Yannick, ça doit vous parler ce que... Et donc, on a mesuré qu'il n'y avait pas de discrimination quand même, Valérie, il faut me laisser dire ça. Vraiment, c'est important, bien entendu. Si tu me coupes à la fin de la démo. Non, Delphine, absolument, continuez. Non, mais pas de discrimination sur le poids, l'apparence physique, l'origine sociale et la couleur de peau. Donc, c'est quand même... on y est là, ça y est, on y est en 2020. Et c'est prouvé. Mais justement, Delphine, est-ce que vous avez fait des formations de vos recruteurs sur ça? Parce que tout à l'heure, Denis parlait justement de ces formations en termes de billets sexistes ou connus. Enfin, est-ce que chez vous, vous avez fait ça également? Les recruteurs, évidemment, et on le fait aussi au niveau des salariés. La formation sur la diversité, comment manager la diversité, comment intégrer la diversité dans son équipe, comment la diversité est bénéfique et pour le business et pour le bien-être des employés. Donc, on est tous formés. Mais également les recruteurs, parce que alors moi, je lisais une étude. Ah, bien sûr. 82% des recruteurs disent ne pas avoir suivi de formation contre les stéréotypes, ce qui reste quand même encore une marge de progression importante. Ah oui. Ça part de là. Si on ne forme pas le recrutement, c'est... D'accord. Donc, testing, formation des recruteurs, ça, c'est vraiment des éléments qui permettent à L'Oréal de dire non, il n'y a pas de discrimination chez nous. Notre CV testing. Non, mais c'est vrai qu'on est... Je trouve que c'est simple. Ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'elle est simple. Et on ne commence pas à dire « Ah oui, mais on n'a pas le droit de faire de quotas. Ah, puis on n'a pas le droit de regarder ça. » En fait, c'est simple. Vous mettez une photo avec 2 couleurs de peau et vous savez très vite où vous en êtes avec vos équipes. Très vite. Absolument. Je crois que ça, c'est un point très important qu'on va retenir. Yannick, ça a dû vous parler, ce que vient de dire Delphine sur les questions aussi du physique et du poids, puisque c'est quand même un sujet important chez WW. Et vous aussi, je sais qu'il y a une politique très volontariste en termes de recrutement. Est-ce que vous pourriez partager avec nous des mesures concrètes que vous mettez en place pour intégrer plus de diversité ? Oui, on va vous ouvrir le micro, mais vous pouvez le faire aussi toute seule, normalement. Oui, non, mais voilà, ça y est, il vient d'être activé. Oui, effectivement, j'ai mes oreilles qui sont complètement dressées, complètement hérissées, parce que WW a des positions très claires contre la grossophobie. Donc, entendre ça est extrêmement heurtant pour moi. Je voulais quand même saluer ce que font les entreprises, qui est quand même assez magnifique au poste que nous occupons, et tout le monde dans l'entreprise a un rôle à jouer, et même un candidat a un rôle à jouer. On peut tous choisir aussi des entreprises qui sont inclusives. Et moi, je tiens à saluer 2 entreprises. Donc, ce n'est pas par hasard, vous voyez mon nom de famille, HN, qui est si compliqué pour les Français, qui est un très bon détecteur de xénophobie.
Donc, moi, j'ai vécu avec ça, hein, chacun le vit à sa manière. J'ai eu la chance de rejoindre une société KLM, les Hollandais, je tiens à souligner la culture hollandaise où nous étions sponsors des Gay Games bien avant l'an 2000, où les membres du CODIR pouvaient venir au business lunch avec leurs conjoints, même du même sexe, alors qu'on sait qu'en France, on a encore des amis qui cachent un peu ces aspects de leur vie de par leur responsabilité. Je soulignerai aussi Canal+, qui était ma seconde entreprise, qui a été précurseur dans la diversité dans les médias, découvreur de talents, et je vais être très, très optimiste parce que Jamel ou plus récemment Marcy, qui se souvient que ce sont des personnes de la minorité et de la diversité, c'est des personnes préférées des Français. Sur les actions que nous avons à mener, on a besoin quand même d'aller plus loin. Donc, chacun a une marge d'action. Et concrètement, chez WW France, moi aussi, j'exige sur chaque shortlist 2 CV, non pas de femmes, parce que nous avons presque la difficulté inverse chez WW, trop de femmes, pour pouvoir calculer d'ailleurs l'index égalité homme-femme sur certains des sous-critères. J'exige 2 CV qui viennent de talents issus de minorités qui reflètent la richesse de la culture française et la richesse des origines sociales. Et ça, c'est très important parce que sinon, un CV extrêmement nivelant, et qu'est-ce qu'on regarde, le tronc commun, c'est les formations initiales et c'est les expériences. Et là, on reproduit les schémas qui sont plus d'aller sur des profils traditionnels. Donc, il est important d'insister, de faire retravailler, et tout le monde a ce réflexe d'avoir et de présenter aux managers qui recrutent 2 candidats issus des diversités. On a bien sûr des actions beaucoup plus précises. On s'est aperçu également que ça n'est pas tout de recruter ces candidats, il faut savoir les garder, leur donner, savoir les manager, adapter son mode de management. On va l'aborder dans la deuxième partie, Yannick. J'aimerais, sur cette question du recrutement, peut-être poser la question aussi à Elisabeth Richard sur la manière de fonctionner chez Engie, donc entreprise traditionnellement avec l'État comme actionnaire, comme vous l'avez dit. Et alors, il y a une question qui revient là beaucoup sur le chat, c'est qu'en est-il de la diversité en âge? Et beaucoup disent il y a un vrai problème sur les femmes d'après 50 ans. Alors, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait une plus grande diversité en termes aussi de représentation de l'âge? Est-ce que chez Engie, Elisabeth, vous avez pris en compte cette dimension importante, qui est aussi une vraie richesse pour les entreprises? En fait, nous, on a un objectif chiffré à horizon 2030 qui est 50-50, donc 50% de femmes dirigeantes et cadres dans le groupe. Donc, je peux vous dire qu'on a la pression. Et en fait, on ne va pas pouvoir recruter 100%. Si on devait atteindre l'objectif, il faudrait qu'on recrute désormais 100% des recrutements devraient être féminins. Donc ça, c'est juste assez compliqué dans un groupe industriel, technique, où même les écoles de techniciens, elles ont beau être mixtes, il n'y a pas de filles à la sortie d'école. Donc c'est un sujet. Et on reste encore à 20% dans les sorties d'école d'ingénieurs. Donc, véritablement, nous, on est quand même sur un groupe extrêmement opérationnel, technique, industriel. Et pour attirer les talents, chaque fois que je passe sur Capital Filles et que j'interviens devant les jeunes filles après L'Oréal, je rame parce qu'elles s'identifient toutes à aller travailler chez L'Oréal, Delphine. Mais alors, chez vous, c'est une autre paire de manches. Pourtant, justement, vous avez une patronne femme, donc c'est très important de leur dire, il n'y a pas de plafond de verre chez nous aussi, vous pouvez y arriver. Non, c'est merveilleux. Non, on fait des métiers extraordinaires, je veux dire, liés à l'environnement, liés à moins d'émissions de CO2, sur le renouvelable, sur les infrastructures, sur les smart cities. Sincèrement, attirer les talents, c'est moins compliqué. Excusez-moi, Valérie, mais j'ai oublié ta question du début. Parce que la question, c'était, est-ce que vous avez des politiques spécifiques pour les femmes au-dessus de 50 ans? Et de dire, parce que la diversité, c'est aussi la diversité en termes d'âge. Oui. Et alors, que ça revient vraiment beaucoup sur le chat. Oui, parce qu'il y a un effet jeunisme, en fait. Et ces dernières années, si tu veux, tout le monde veut recruter notamment des gens dans le numérique, dans le digital. Il faut tout digitaliser. Ça, c'est vrai, on l'a vu. Mais effectivement... alors nous, on s'est aperçu d'un truc fou, c'est qu'on avait, moi, j'allais intervenir comme j'interviens aujourd'hui pour des startups, et là, je voyais des femmes de chez Engie qui mettaient en bénévolat leur temps privé au bénéfice de startups.
Et je leur dis, mais c'est génial que tu accompagnes, que tu fasses du mentorat, que tu fasses tout ça. Mais elle me dit, bah oui, parce que nous, forcément, parfois, on ne compte pas auprès du manager. J'ai passé l'âge, j'ai 55 ans. En fait, et là, je me suis dit, ah non, mais il y a un truc à faire. Donc, nous, on lance un pilote, là, avec la DRH et la direction de la diversité pour dire, voilà, on fait un pilote auprès de femmes de 50 ans et plus, qu'elles soient, en fait, c'est toujours une question de rôle modèle. Donc, en fait, elles ont atteint le plafond, on leur a mis le plafond de verre à l'âge de 50, 55, alors qu'elles ont du temps, qu'elles ont une expérience de dingue, qu'elles sont parfois celles, ou en tout cas, elles n'ont plus les enfants à charge, plus beaucoup. Donc, globalement, et capitalisons sur ces femmes. Donc, on va leur faire un parcours dédié, soit pour changer de métier, donc faire tomber les parois de verre, soit pour monter en tant que manager et transmettre leur savoir-faire. Et elles peuvent continuer dans des startups volontiers en bénévolat, mais qu'elles mettent au profit chez Engie, leur savoir-faire, c'est formidable. Et ça, c'était un angle mort qu'on n'avait pas. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Elisabeth. Je pense que ça va faire partie de notre cursus de prochaines propositions. Je pense que c'est vraiment très important. Et justement, donc, Julien, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est pris en compte chez Great Place to Work? Est-ce que la diversité aussi en termes d'âge est un élément qui peut attirer pour recruter, pour fidéliser? Ah, il faut remettre le micro. Mais Julien, vous pouvez le faire tout seul aussi en appuyant, non? Bon, alors je vais donner la parole. Ah, ça y est, là, je pense que vous avez la parole, Julien. Ça y est, excusez-moi, mais on m'avait bloqué la petite main. Écoutez, non, effectivement, nous, chez Great Place to Work, avec le think tank Agir, hein, évidemment, nous, on a mis en place une liste des Great Place to Work for Women, donc on agit sur cette dimension-là. Moi, je voudrais juste revenir sur la mesure. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est la mesure de l'expérience collaborateur. Aujourd'hui, dans les questionnaires qu'on administre en France ou aux États-Unis, on a des questions autour de comment les collaborateurs perçoivent, sont-ils traités, ont-ils la perception, pardon, qu'ils sont traités équitablement selon leur âge, selon leur origine ethnique, selon leur genre, selon leur orientation sexuelle, selon leur handicap. Déjà, avec ça, vous n'avez pas tout, vous n'avez pas tous les critères, mais avec ça, vous avez de quoi améliorer et progresser. Et ça, c'est parfaitement autorisé par la loi, etc. Donc, moi, je reviendrai juste sur ce que vous disiez. Il faut être très pragmatique, faire des choses très simples, regarder les chiffres très simplement. Et après, on pourra discuter sur le débat des quotas et autres, mais déjà, on a beaucoup d'outils de mesure, utilisons-les et menons des actions très concrètes. Et je reviendrai une dernière phrase, si je peux encore, Valérie. Absolument. On a travaillé ensemble sur l'identification des organisations qui étaient le plus en avance sur l'équité femmes-hommes, en complément évidemment de ce qui est fait par le gouvernement et l'index gouvernemental. Il ressort qu'il y a des actions à mener au niveau du recrutement, mais il ressort qu'il y a des actions à mener aussi en avance de phase. Je vous écoutais, Elisabeth, et vous avez parfaitement raison. Il faut aller dans les écoles d'ingé pour qu'il y ait plus de femmes qui rentrent. Il faut aller avant, en terminale ou dans les lycées, pour que les jeunes femmes se sentent possible de devenir codeuses, pour aller derrière chez Denis. C'est essentiel qu'aujourd'hui, et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur l'éducation, la part essentielle est que chacun, chacune et chaque entreprise à son niveau. Quand vous avez l'échelle de L'Oréal, c'est L'Oréal. Quand c'est NJ, c'est NJ. Quand vous êtes Weight Watchers, c'est Weight Watchers. Chacun à son niveau, à fonction de sa taille, aller chercher, à aller promouvoir le plus tôt possible chez les hommes, chez les femmes, là en l'occurrence chez les femmes, la possibilité de devenir codeuse. On n'est pas obligé, moi j'ai vendu un peu de maquillage avec Delphine il y a quelques années, on n'est pas obligé d'aller vendre du maquillage. Quand on est une femme, on peut devenir codeuse. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très simple à aller faire, qui demande beaucoup de temps. Et je rejoins ce qui était dit tout à l'heure sur la notion de prendre le temps. Merci beaucoup, Julien. Vous savez que ça fait partie d'une des propositions du livre blanc, hein, c'est vraiment peut-être de mettre en place une journée de l'égalité dans toutes les écoles et qui permettrait à des hommes et des femmes de venir s'exprimer et de montrer aux jeunes garçons, aux jeunes filles qu'il y a une égalité de rêve et d'ambition pour eux et qu'ils peuvent accéder à tous les postes. Et je pense que c'est quelque chose qui est effectivement important. Alors, vous l'avez dit, Julien, enfin toutes, hein, c'est ça, le recrutement, c'est une étape, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ensuite, il faut savoir créer une politique interne de l'entreprise qui va permettre finalement à chacun des employés de se sentir bien et de donner le meilleur de soi-même. Parce que finalement, le rôle d'une entreprise, c'est d'être productive et c'est donc de faire en sorte que ses talents ils puissent s'exprimer au mieux.
Et je sais que chez vous, chez Salesforce, alors vous avez mis en place des Chief Equality Officers qui, a priori, ont justement cet objectif de permettre d'avoir une culture inclusive de l'entreprise. Pourriez-vous nous expliquer peut-être le rôle de ce Chief Equality Officer et comment est-ce que vous arrivez à créer cette fameuse ambiance, état d'esprit de l'entreprise inclusive? Alors, ce n'est pas un élément, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en marche pour arriver à avoir le fait que les gens se sentent bien dans l'entreprise. Et tout ça, c'est basé sur une de nos autres valeurs qui est la confiance. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait 4 valeurs, l'innovation, le service au client, la confiance et l'égalité. Donc, mettre ça en mouvement est basé vraiment sur cette seconde valeur qui est la confiance. Alors, comment nous faisons ça? Premièrement, il faut que les gens puissent se reconnaître entre pairs. On parlait tout à l'heure de rôle modèle, mais aussi il y a se reconnaître entre pairs. Donc, on a créé tout un tas de groupes où les gens peuvent se retrouver, que ce soit leur souhait, soit de faire du basket ou faire de la planche, mais aussi les femmes entre elles. On a un groupe qui regroupe plus de 9000 femmes au monde et 200 en France, mais aussi les gens qui ont des orientations particulières, de relations de vie. Et donc, tous ces groupes peuvent se retrouver entre eux et se sentir en confiance. Deuxièmement, ce sont des règles que l'on a prises dans l'entreprise pour faciliter cette égalité. Par exemple, on a donné 12 semaines de congé aux partenaires de n'importe qui aurait un enfant. Donc, historiquement, c'était le mari qui pouvait prendre 12 semaines, mais aujourd'hui, il y a des couples de hommes-hommes ou femmes-femmes qui ont des enfants. Le partenaire d'une personne qui a un enfant a le droit de prendre 12 semaines de congé parental pour vivre au mieux l'accueil de cet enfant. Donc ça, ce sont des décisions très, très spécifiques. Et le dernier élément, pardon ? C'est très concret, effectivement. Ouais. Et le dernier élément, c'est un engagement que l'on a sur la société. Comme je le disais tout à l'heure, l'entreprise est un acteur de changement fort. Donc, on peut le changer chez nos clients, avec nos employés, mais on a une responsabilité aussi en dehors de notre société. Et on a développé un modèle qui se divise en 3. On appelle ça le 1-1-1. Voilà. Donc, c'est 1% des profits que l'on donne à des ONG. En France, à Noël, on a donné plus de 1,5 million à 3 ONG. Une qui était Simplon, par exemple, qui permet de prendre des gens qui sont dans des milieux défavorisés, leur apprendre le digital et le coding pour qu'ils retrouvent un autre emploi. Un autre, c'était Mosaïque RH, par exemple, que là aussi, c'est une société de chasseurs de tête pour des personnes qui sont dans des cités. Une troisième ONG, c'était Entrepreneurs de la Cité. Donc voilà, c'est un investissement financier. Le deuxième investissement, c'est un investissement en termes de produits. Toutes les ONG et toutes les écoles peuvent avoir 10 licences de nos produits totalement gratuitement. Donc, c'est un partage de nos produits et c'est exactement le même produit qu'auraient nos clients. Autour de la table, il y a à peu près toutes les sociétés sont clientes de chez nous. Étant donné qu'on est dans le nuage, dans le cloud, c'est exactement la même qualité de produit qu'ils ont. Mais les ONG, les écoles ont notre produit gratuit. Et dernièrement, j'aimerais venir à ça, on demande à tous nos employés de prendre 1% de leur temps et de le donner à une ONG de leur choix. C'est 50 heures par an qu'ils prennent en plus de leur congé de leur RTT, mais ils peuvent prendre 50 heures par an à donner à une ONG pour aller les aider. Et cette inclusion est vraiment rapproche finalement nos employés du territoire dans lequel ils sont. Merci beaucoup. Je crois que ce sont des propositions très concrètes qui expliquent effectivement comment construire une politique au sein d'une entreprise. Delphine, chez vous aussi, la question des réseaux, c'est très important chez vous. Et vous avez mis en place des propositions que vous allez partager avec nous sur cette question-là. Oui, on a mis des réseaux en place. Alors, ce n'est pas un réseau de femmes. Je vais élargir peut-être un peu le sujet de la diversité. C'est un réseau qui s'appelle Out avec L'Oréal, qui est destiné à promouvoir l'égalité, la façon de penser, l'inclusion des personnes LGBTQ+ dans l'entreprise. Donc, c'est des groupes de parole où vous pouvez absolument aller en étant ally ou concerné par l'homosexualité plus personnellement. Et c'est comment est-ce qu'on traite, gère, intègre dans notre
management, mais aussi dans notre développement produit et publicitaire, cette forme de diversité qui est importante. Vous remarquerez que dans les publicités qui arrivent de L'Oréal Paris, pour femmes, il n'y a pas que des femmes dans les publicités qui vont arriver. Il y a parfois des hommes qui se glissent dans une publicité d'un fond de teint, histoire de vraiment représenter tout le monde. D'ailleurs, c'est important, Valérie, il y a beaucoup dans le chat, une espèce d'opposition. J'ai vu des hommes qui ont réagi, moi je suis un homme blanc et je suis pour autant pour la diversité. Je crois que l'idée, ce n'est pas d'opposer hommes et femmes, c'est juste de refaire une société plus équilibrée. Donc oui, on a fait des groupes de parole et des groupes d'influence, des groupes de connaissances, des clubs. Chez L'Oréal, et celui dont on a parlé toutes les deux, c'est le Out at L'Oréal. Donc c'est la diversité LGBTQ+. Absolument. Delphine, merci beaucoup d'avoir justement relevé, parce que je lisais en même temps que vous les différentes remarques. Moi, je voudrais juste préciser que justement, l'un des objectifs de ce think tank, c'est de dire que c'est un think tank, nous aussi, inclusif. Vous avez vu qu'on fait en sorte qu'il y ait des hommes, généralement à chaque fois, au niveau des intervenants, mais aussi dans les personnes qui assistent, parce qu'on est absolument persuadé que ce n'est pas simplement les femmes qui vont gagner entre elles, mais que ce sont avec les hommes, et que plus d'égalité, comme vient de le dire Delphine, c'est bon pour la société, Absolument. pour les sociétés et pour la société dans son ensemble. Hein. Donc, pas d'opposition. Au contraire, c'est vraiment de se dire que c'est ensemble et c'est tout l'objectif même de ces tables rondes et de l'objet de notre think tank. Donc, c'est avoir plus d'égalité et non pas en créer. Hein. Donc, pour répondre et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Delphine. Yannick, tout à l'heure, je vous sentais avec très envie de partager justement ce qui est fait chez vous aussi pour créer une entreprise inclusive. Donc, dites-nous effectivement ce qui a été fait concrètement chez WW. Nous, concrètement, je vous le disais, ça s'est accéléré vraiment avec la prise de conscience que même si on était une entreprise avec culture inclusive, il fallait aller plus loin, être plus précis. Donc, il y a un engagement fort des dirigeants. Donc, le pilier de notre plan d'action inclusion et diversité, qui est un plan global et mis en œuvre dans chaque pays, donc en France, ça repose sur 3 piliers, un leadership inclusif, une culture inclusive et également étendre notre communication sur ces sujets, donc les communautés inclusives, développer des communautés inclusives, que ce soit nos propres équipes ou nos membres. Et même plus globalement s'exprimer sur la question. Donc, la culture, l'engagement du leadership, il passe vraiment par des prises de parole, des engagements concrets et une des phrases est de la formation des équipes de leadership. Donc, on a tous été en formation, tous les CODIR, ensemble pour réfléchir sur nos réactions, nos comportements, les dynamiques de l'exclusion et de l'inclusion, parce que la définition et le rappel étaient très pertinents, Valérie, sur l'inclusion. C'est dégoupiller ces réflexes d'exclusion, des engagements concrets où on signe des promesses de CEO et des mesures. Donc, la mesure, c'est l'excellent outil de mesure qu'on a, ce sont effectivement nos études d'engagement, c'est-à-dire les études de satisfaction auprès de nos collaborateurs. Il y a 2 ans, nous avions 1 ou 2 questions sur la diversité. Aujourd'hui, nous en avons 6. Donc, 6 questions qui mesurent l'efficacité et l'engagement de toute la ligne hiérarchique en termes d'inclusion et de diversité et les résultats, donc la perception auprès des collaborateurs. Donc concrètement, l'engagement du COMEX groupe, l'engagement de mon directeur général, est-ce qu'il démontre un engagement personnel envers l'inclusion et la diversité? Et on est noté là-dessus. La même chose pour les directeurs et les managers. Et concrètement, est-ce que moi, en tant que membre d'une équipe, j'ai l'impression d'être encouragée dans l'expression de mes opinions différentes? Est-ce qu'on reconnaît mes origines différentes? Est-ce que je vis dans un environnement inclusif? Et ce sont des éléments très impactants sur l'évaluation annuelle et même la fixation et le niveau de bonus qui est perçu par les managers. Donc, quel que soit des sondages réguliers qui permettent de mesurer en temps réel l'engagement des uns et des autres. Ce sont des éléments qui me semblent effectivement essentiels. Oui. Elisabeth, compte pour 40% très concrètement de l'atteinte des objectifs individuels. 40% sont sur les valeurs, cette valeur inclusive.
Absolument. On reviendra sur le rôle du manager dans la troisième partie parce que c'est un rôle essentiel. Elisabeth, est-ce que chez vous, chez Engie, vous avez fait aussi des formations pour justement créer cette politique inclusive dans l'entreprise? Alors, nous, oui. Alors, évidemment, toutes les bonnes idées, on cherche, on teste. Ce qu'on a fait là, c'est qu'en fait, on s'était aperçu que le mode opératoire de discrimination sur les femmes était à peu près le même que sur le LGBT. Et donc, j'ai créé le réseau de femmes chez Engie. Donc, c'est un réseau de femmes il y a 15 ans. Il a 15 ans. Je crois que c'est la seule chose qui n'est pas changée chez Engie, c'est le réseau des femmes. Alors, ça tourne, il y a du monde, on a 2000 femmes dans le monde. C'est un formidable levier de transformation, c'est extrêmement positif. Et en fait, ce qui est très joli, c'est qu'en fait, l'équipe, il y a quelques personnes LGBT du groupe. On est dans un groupe industriel, je rappelle, très masculin, etc., qui sont venus me voir en me disant, Elisa, comment on pourrait faire un réseau WIN, Women in Networking, mais version LGBT? Est-ce que tu peux nous aider? Et donc, on a construit, donc tout est autour de la sensibilisation, autour de la place des femmes. Et là, c'est la sensibilisation autour du sujet des LGBT. Et notamment, c'est la double discrimination sur les femmes. Alors, vous imaginez pas. Donc, on a beaucoup plus d'hommes dans le réseau Friends. Donc, on a créé un réseau Friends sur le même modèle, avec quasi les mêmes formations de sensibilisation, autant chez les managers qu'auprès d'eux, pour monter ce réseau Friends qui marche super bien, qui est plus petit parce que les gens n'osent pas, le outing est compliqué, dans des groupes industriels encore plus, mais ça y est, le Trends est lancé et vraiment je suis ravie. Nous pardon, c'est Marie-Claire, mais nous on a décidé de benchmarker avec Tétu Connect pour toutes les entreprises. On est allé voir ce qu'ils faisaient parce qu'on est plus fort ensemble que seuls, et donc on est allé voir chez nos copains Société Générale ou d'autres pour voir ce qu'ils faisaient en la matière, pour dire voilà, il n'y a pas que Engie, il y a d'autres entreprises et qu'il faut qu'on avance là-dessus. L'équité avant tout, je pense que ça c'est un mot fort, on en parlait tout à l'heure, voilà, c'est l'équité avant tout. On est qui on est et on doit refléter la société. C'est un terme qui est essentiel, c'est équité, c'est pas recréer des égalités. C'est pas égalité femmes-hommes ou égalité diversité, c'est l'équité. Tendre vers de l'équité, absolument. Voilà. Mais moi, je vais quand même vous poser une question. Elisabeth, c'est quand même très nouveau en France qu'on parle de ça. Je veux dire que pendant des années en France, en fait, il fallait que quand on rentrait dans une entreprise, il fallait adopter, embrasser la culture de l'entreprise. Oui. Et là, finalement, on arrive à un niveau où c'est l'entreprise qui doit s'adapter aux cultures des uns et des autres. Est-ce que c'est ça le mouvement? Ou comment est-ce que vous l'analysez? Y a-t-il des freins? Si on veut les meilleurs, c'est ça le mouvement. Si on veut attirer les talents et les meilleurs dans leurs différences, c'est essentiellement ça. Ok, les métiers changent, mais si les métiers changent, il faut aussi qu'on ait des équipes diverses. Je pense, Delphine, je vais vous laisser la parole, mais sincèrement, c'est vraiment la différence, la performance, et nous, les jeunes talents, on ira les chercher que comme ça, parce que nous, on ne vend pas des rouges à lèvres ou de la R&D super technologique avec des nouveaux produits. Nous, on est sur de l'énergie, c'est des métiers beaucoup plus, enfin, c'est très complexe et ce n'est pas forcément palpable. Donc, nous, on va aussi aller les chercher par là. Merci Elisabeth, je pense que c'est ça qui était important d'expliquer, c'est que c'est véritablement dans des périodes où on a besoin d'innovation, on a besoin d'intelligence collective. Cette démarche, c'est une démarche de productivité et de recherche de compétitivité des entreprises. Delphine, tu avais envie de rebondir sur ça? Ouais, j'avais envie de rebondir aussi pour dire qu'une entreprise, c'est pas une espèce d'entité avec des méchants qui décident en haut. Souvent, on décrit les groupes du CAC 40 comme des gens qui se réveillent le matin en pensant à leurs bénéfices et en aiguisant leurs incisives. C'est pas vrai, hein. Une grande entreprise, c'est 75 000 personnes qui travaillent dans le monde entier, qui ont des enfants, qui ont les mêmes envies que vous et moi. Notre entreprise, elle est traversée par les mêmes courants de pensée que la société. Donc, c'est la diversité, c'est évidemment la sustainabilité, c'est l'acceptation de l'autre, c'est si vous n'êtes pas international pour un jeune, vous êtes un ringard. Donc, en fait, c'est juste la même chose. Une entreprise, ce n'est pas un espèce de bloc monolithique où les gens décident des trucs enfermés dans des salles de réunion en parlant à voix basse. Les gens qui rentrent, ils imposent leurs désirs, ils imposent leur vision, et souvent les jeunes, parce que souvent le changement vient
plus des jeunes générations. Vous avez raison. Ils imposent leur vision et vous apprenez d'eux. Et en fait, c'est une mini-société au sens société civile, si vous voulez, du terme. C'est ça, une boîte et une entreprise, qu'elle soit grande, petite. Voilà. Absolument. Alors, je crois que Denis voulait aussi rajouter quelque chose sur ce point-là. Oui, je crois que ce qu'on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un alignement entre les clients qui demandent aux entreprises de changer et les clients leur disent si jamais vous ne respectez pas la société dans laquelle nous vivons, alors nous allons moins aller avec vous. Il y a aussi cet alignement avec les employés, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, hein, si jamais on veut recruter les meilleurs, quels qu'ils soient, eh bien, il faut avoir ces valeurs. Et ce que l'on voit, c'est que maintenant, de plus en plus de forces financières sont derrière ces mouvements aussi. Pas tous encore, mais ils vont y arriver. Donc, à partir du moment où il y a alignement entre les investisseurs, les employés et les clients, on peut voir que ce basculement se fait beaucoup plus facilement. Et cet alignement n'existait pas il y a 20 ans. Valérie, par rapport à ce que vous disiez, ça n'existait pas il y a 20 ans et aujourd'hui, on le voit émerger et c'est grâce à tout un tas d'actions comme Agir pour l'égalité qui poussent ces idées et qui font réaliser aux personnes qui n'ont pas réalisé que c'était aujourd'hui la réalité de ce monde. Merci beaucoup. Je crois que c'est vraiment cet alignement qui fait effectivement la force. Et je vois beaucoup de commentaires, Denis, et je pense que ce qui est important aussi dans une entreprise comme la vôtre, c'est de faire passer ces messages aux PME qui ont peut-être moins que les grands groupes pris conscience de la richesse de la diversité pour ressembler également à leurs clients. Et on n'a pas eu le temps de le dire, mais Delphine, vous m'aviez effectivement dit aussi qu'il y avait une relation avec les fournisseurs. Hein, je crois que c'était le cas aussi chez WW, où vous prenez en compte aussi eh bien, les actions de vos fournisseurs pour pouvoir les choisir. Est-ce que oui ou non, ils mettent en place aussi des politiques de diversité? Julien, je crois que vous avez envie de revenir sur, donc dire un mot aussi sur la question de l'image. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre l'image et les attentes des consommateurs? Alors, sur les consommateurs, moi, je ne suis pas forcément un expert par rapport à ce que disait Denis. Je reviendrai plutôt sur la partie collab. Et aujourd'hui, encore une fois, on a les outils pour mesurer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez simple. Nous, chez Great Place to Work, on a créé un indicateur qui s'appelle l'indice d'excellence, qui a juste vocation à s'assurer que tout le monde perçoit à peu près la même chose. C'est-à-dire, quel que soit, à la limite, le niveau, vous essayez d'être proche autour de la moyenne. Rien que ça, déjà, vous allez vous dire, si tout le monde perçoit un peu la même chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au moins, vous allez travailler sur quelque chose qui intègre tout le monde et qui s'assure que l'ensemble des parties prenantes soient traitées de manière homogène. Eh bien, écoutez, comme malheureusement, on va devoir clôturer cette table ronde rapidement, je vais quand même vous demander un dernier tour de table pour que vous puissiez nous dire c'est quoi pour vous, puisque vous êtes des leaders inclusifs, c'est quoi pour vous votre définition du leader inclusif et une proposition qui vous tient à cœur? Donc, je vais demander, je vais commencer avec vous, Denis. Une proposition phare qui vous tient à cœur, qui correspond justement au leadership inclusif. Je pense que c'est avoir conscience de sa fragilité. Et à partir du moment où on a conscience de sa fragilité, on arrive à toucher l'humanité des autres. Et donc, on peut se relier avec le monde qui nous entoure. Merci beaucoup, Denis. Yannick, je sais que c'est important le leadership inclusif pour vous aussi. Ah, Marie. Merci. Oui, le leader inclusif, c'est avant tout celui qui repère qui n'est pas dans la salle. Ce que vous avez fait, Valérie, en disant là, on n'est pas très représentatif de ce qu'on voudrait avoir, qui se questionne pour se demander pourquoi et qui va tout mettre en œuvre pour que ça change concrètement. Merci beaucoup. On est la représentativité. J'insiste quand même sur deux mots qui sont chers et qui sont très importants, qui s'attachent à avoir les talents. Donc, nous cherchons des talents d'origines diverses, de toutes les origines diverses, y compris sociales. On en a peut-être un peu moins parlé. Et les deux mots importants sont vraiment cette culture inclusive et l'équité. Et là-dessus, tout le monde se retrouve et on peut construire cette culture d'entreprise qui, de toute façon, tient par le sens, la mission qu'a l'entreprise et par la recherche de plaisir. Et n'oublions pas la dimension de plaisir. On a beaucoup plus de plaisir quand on a une richesse de collègues autour de nous et qui apportent leurs différences et la variété des idées. Merci beaucoup Yannick. Delphine, leadership inclusif, comment est-ce que ça s'incarne? Le leadership inclusif, c'est oser poser des questions dont vous n'avez pas les réponses à des employés qui sont différents de vous et qui les ont forcément. Voilà, donc
c'est oser poser des questions. Et ensuite, sur l'inclusivité, je vais peut-être être un tout petit peu plus provocante. Je pense que l'inclusivité, c'est aussi forcer un peu les choses. On a tous beaucoup de paroles raisonnables, on cherche des talents. Ce qu'il faut, c'est le talent. Moi, j'aimerais bien citer une phrase de Françoise Giroud qui m'amuse toujours beaucoup, qui disait « Oh, on aura l'égalité homme-femme quand j'aurai une patronne incompétente. » Donc, bien sûr, je ne cherche pas une patronne incompétente, évidemment, mais je trouve que c'est une façon un petit peu provocante de dire que l'inclusivité, parfois, il faut la forcer un peu aussi, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe. Et ce qu'a dit Yannick, repérer les gens qui ne sont pas là, je suis d'accord. Je l'ai vu aussi dans le truc, je me dis merde, on n'est pas bon. Mais c'est super, hein, mais voilà. Donc, je serais un petit peu plus provocante sur l'inclusivité en disant qu'il faut la forcer un petit peu. Donc, comme ce que disaient les intervenants de la première table ronde, de l'audace. Il faut y aller. Ah d'accord, je n'avais pas entendu. Bah, c'est super, ouais, c'est ça, exactement. Elisabeth, votre définition vraiment, de leadership inclusif. C'est l'équité, évidemment. Et puis, ce que disait Yannick sur le plaisir et le bonheur d'être inclusif et d'être prendre du plaisir là où on est. Alors, je voulais juste vous faire une petite part d'anecdote, mais qui finalement n'en est pas une. On va accueillir là un puppy, un jeune chiot labrador, qui est en train de dresser pour accompagner un chien d'aveugle. Et évidemment, il est dressé dans le monde de l'entreprise. Donc, nous, on accueille là le premier chien labrador puppy où on a des règles, on ne doit pas lui donner à manger, il faut, etc. Mais voilà, ça, c'est un vrai plaisir et de se dire, bah voilà, ça, ce chien-là va servir, évidemment, va accompagner un aveugle. Et nous, chez nous, on ouvre les portes aussi. L'handicap, c'est un vrai sujet. Je pense que la France n'est pas là et on se bat aussi, donc voilà, le plaisir d'inclure et d'offrir ça à tous, parce que là du coup ça parle à tout le monde, ce chien, finalement. Merci beaucoup. C'est une très belle anecdote en tout cas. Et c'est vrai qu'on en a peu parlé, mais la notion de handicap aussi dans la diversité est essentielle et elle apporte beaucoup à ceux qui sont autour. Julien, vous allez avoir le mot de la fin. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'il y a cette prise de conscience de cette nécessité d'avoir un leadership inclusif, audacieux, à l'écoute, humble et fragile, pris conscience de sa fragilité ? Alors moi, je suis hyper confiant, mais je suis peut-être un peu naïf. Je rejoindrai la nécéssité d'audace qui était mentionnée précédemment. L'exemple Copley-Zimmermann qui était mentionné dans le précédent débat est absolument vital. Oui, de temps en temps, il faut des stimuli, stimuli positifs, stimuli négatifs. De temps en temps, il en faut un peu et c'est comme ça que ça marche. Et encore, Copley-Zimmermann, 10 ans après, n'est pas parfait, n'a pas redescendu dans Nous n'avons encore qu'une seule femme à la tête des entreprises du CAC. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais il faut y croire. Et le nombre de personnes assistant à au think tank prouve que voilà, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Je voudrais aussi partager avec vous, avec tous ceux qui sont là, mais aussi avec tous nos partenaires, que donc nous lançons aussi le prix Tech for Women, parce que vous savez que nous sommes dans le concret au think tank et qui a donc pour vocation donc faire un appel à projet pour toutes celles et ceux qui veulent lancer leur entreprise, qui ont des idées pour améliorer le quotidien des femmes, à la fois dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans la vie de citoyenne dans la cité. Et si ça vous intéresse, si vous avez des idées, si vous voulez améliorer le quotidien des femmes, si vous voulez être accompagné par des super mentors dont certains et certaines sont là aujourd'hui, eh bien, vous pouvez candidater sur notre site pour créer donc une application, une réponse et participer donc à notre prix Marie-Claire Tech for Women. Donc voilà, je lance aussi cet appel. Et je vous remercie tous et toutes pour vraiment votre sincérité, votre audace et le temps que vous consacrez pour faire de vos sociétés, mais de la société à part entière, un monde meilleur. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine session du think tank Marie-Claire, Agir pour l'égalité. Merci à vous tous. Merci Valérie, merci beaucoup. Au revoir. Valérie.